autant ne pas attirer l'attention. Tout le monde se doutait évidemment de quelque chose. Les vieilles infirmières devinrent cordiales, et la gouvernante elle-même m'adressait un sourire douloureux. Je me pavanais modestement, presque malgré moi. Je pris l'habitude de me refermer sur moi-même, dans une immobilité de velours, de préférence les yeux baissés. Je ne m'avisais pas tout à fait de ce que ces femmes âgées guettaient la tournure que prendraient ces relations, prêtes à se muer en mère la vertu si le docteur décidait de me laisser tomber. C'étaient les aides-soignantes qui avaient de tout cœur pris parti pour moi et me taquinaient en disant qu'elles voyaient tinter les cloches du mariage du fond de ma tasse de thé. Le mois de mars fut lugubre, et une activité frénétique régna derrière les portes de l'hôpital. C'était toujours le pire mois, celui où le malheur s'abattait, disaient les aides-soignantes. On ne savait pour quelle raison les gens se mettaient en tête de mourir après avoir survécu tout au long des attaques de l'hiver. Quand un enfant ne se présentait pas en classe, je ne pouvais savoir s'il s'agissait d'une terrible et subite aggravation ou d'une simple recommandation de garder le lit pour un soupçon de rhume. Je m'étais procuré un tableau noir à roulettes autour duquel j'avais inscrit les noms des élèves. Désormais, je n'avais même plus à effacer les noms de ceux dont l'absence devait se prolonger. D'autres enfants le faisaient pour moi, sans qu'on en dise un mot. Ils comprenaient l'étiquette que j'avais encore à apprendre. Cependant, le docteur trouva le temps de prendre quelques dispositions. Il glissa un mot sous la porte de ma chambre, me disant d'être prête pour la première semaine d'avril. À moins que ne survienne alors une quelconque crise grave, il pourrait s'absenter 2 jours pendant cette période. Nous allons à Huntsville. Aller à Huntsville. Notre code pour se marier. Nous avons entamé la journée dont je suis sûre que je me souviendrai le restant de mes jours. J'ai fait nettoyer à sec ma robe verte et l'ai soigneusement roulée dans mon Bézanville. C'est une astuce que ma grand-mère m'a enseignée autrefois, comment rouler un vêtement très serré, ce qui vaut mieux que le pliage pour éviter de le froisser. J'imagine que je devrais me changer dans les toilettes des dames quelque part. Je cherche à voir s'il a déjà poussé quelques fleurs des champs le long de la route, des fleurs que je pourrais cueillir pour en faire un bouquet. Serait-il d'accord pour que j'aie un bouquet? Mais il est trop tard, même pour les iris jaunes des marais. Le long de la route déserte et sinueuse, on ne voit rien que de maigres sapins noirs et des taches de genévrier et de tourbières qui s'étalent. Et là où l'on a creusé la roche pour faire passer la route, la paroi présente le méli-mélo chaotique qui m'est devenu familier ici, le fer, comme des mares de sang, entrecoupées en biais de lames de granit. La radio est allumée et diffuse une musique triomphale, parce que les Alliés approchent de plus en plus de Berlin. Le docteur, Alister, dit qu'il temporise afin de laisser les Russes entrer les premiers. Il dit qu'ils le regretteront. Maintenant que nous sommes loin d'Amundsen, je découvre que je peux l'appeler Alister. C'est le plus long trajet que nous ayons jamais fait ensemble, et mes sens sont mis en éveil par sa mâle indifférence à ma présence, dont je sais désormais qu'elle peut vite se muer en son contraire, et par son experte décontraction de conducteur. Je trouve excitant qu'il soit chirurgien, ce que je n'avouerais pour rien au monde. En attendant, je crois que je pourrais me coucher pour lui dans la première tourbière, le premier trou boueux venu, ou sentir mon échine plaquée contre la paroi de roche au bord de la route,
s'il lui prenait l'envie de me prendre debout. Je sais aussi que je dois garder de tels sentiments pour moi. Je me tourne donc vers l'avenir. Une fois à Huntsville, je m'attends à ce que nous trouvions un pasteur devant qui nous nous tiendrons côte à côte dans un salon présentant, comme tous les salons que j'ai connus depuis toujours, quelques traits du modeste décorum bourgeois qui régnait chez mes grands-parents. Je me souviens des fois où l'on venait demander à mon grand-père de procéder à un mariage même après sa retraite. Ma grand-mère se mettait un peu de rouge aux joues et sortait le gilet de dentelle bleu foncé qu'elle gardait afin d'être témoin dans ce genre d'occasion. Mais je découvre qu'il y a d'autres façons de se marier, et encore une aversion de mon promis qui m'avait échappé. Pas question pour lui d'approcher un pasteur. À la mairie de Huntsville, nous remplissons des formulaires où nous déclarons sous serment être célibataires et nous prenons rendez-vous afin d'être mariés par un juge de paix plus tard dans la journée. C'est l'heure de déjeuner. Alistair s'arrête devant un restaurant qui pourrait être le cousin germain du snack d'Amundsen. « Ça te va ?» Mais il lui suffit de voir ma tête pour changer d'avis. « Non ?» dit-il. « D'accord. » Nous finissons par déjeuner dans le salon glacial d'une des anciennes demeures aristocratiques qui affiche « Ici on sert du poulet ». Les assiettes sont gelées, il n'y a pas d'autres clients, pas de musique, mais seulement le cliquetis de nos couverts avec lesquels nous tentons de couper des morceaux d'un poulet à la chair fibreuse. Je suis convaincu qu'il pense que nous aurions probablement mieux mangé dans l'établissement qu'il avait d'abord suggéré. Je n'en rassemble pas moins le courage de m'enquérir des toilettes des dames, et là, dans l'air froid, plus décourageant encore que celui de la salle, je déroule ma robe verte en la secouant, puis l'enfile, remets du rouge à lèvres et rajuste ma coiffure. Quand je sors, Alistair se lève pour m'accueillir, sourit, me presse la main et dit que je suis jolie. Nous regagnons la voiture d'une démarche raide, en nous tenant par la main. Il ouvre pour moi la portière du véhicule, en fait le tour, y monte, s'installe, met le contact, puis le coupe. L'auto est garée devant une quincaillerie. On y vend des pelles à neige soldées à moitié prix. Il y a encore un écriteau dans la vitrine disant qu'on peut faire aiguiser la lame des patins à glace à l'intérieur. De l'autre côté de la rue, il y a une maison en bois peinte d'un jaune huileux. Les quelques marches qui y mènent sont devenues dangereuses. On les a condamnées de 2 planches clouées en X. La camionnette, stationnée devant la voiture d'Alistair, est un modèle d'avant-guerre, avec un marchepied et des garde-boue aux bords rongés de rouille. Un homme, vêtu d'une combinaison, sort de la quincaillerie et monte dans la camionnette. Après quelques râles plaintifs du moteur, suivis d'un claquement métallique et de petits tressautements, elle s'ébranle et s'éloigne. C'est maintenant un fourgon de livraison portant le nom du magasin qui tente de se garer dans l'espace ainsi libéré. Il n'y parvient pas. Le chauffeur descend et vient toquer à la fenêtre d'Alistair. Ce dernier est surpris. S'il n'avait pas mis autant de cœur dans la conversation, il aurait remarqué qu'il gênait. Il baisse la vitre et l'autre lui demande si nous nous sommes garés là dans l'intention d'acheter quelque chose au magasin. Dans le cas contraire, aurions-nous l'amabilité de lui faire de la place? « Tout de suite, » dit Alistair, cet homme, assis à côté de moi, qui allait m'épouser, mais qui, à présent, ne va pas m'épouser. Nous allions partir. Nous. Il a dit nous. L'espace d'un instant, je m'accroche à ce mot. Puis
Je pense que c'est la dernière fois que je suis incluse dans son nous. Ce n'est pas le nous qui compte, ce n'est pas ce qui me dit la vérité, c'est son ton d'homme à homme quand il s'adresse au chauffeur, sa façon calme et raisonnable de s'excuser. Je regretterais presque qu'on ne puisse retourner à ce qu'il disait avant, quand il n'avait même pas remarqué le fourgon qui cherchait à se garer. Ce qu'il était en train de dire alors était terrible, mais ses mains crispées sur le volant, cette crispation et sa distraction et sa voix avaient de la douleur en elle. Quoi qu'il dise et quoi qu'il veuille dire, il parlait alors du même lieu profond d'où il parlait quand il était au lit avec moi. Mais ce n'est plus ainsi à présent, après qu'il s'est adressé à un autre homme. Il remonte la vitre et concentre son attention sur la voiture, sur le créneau ultra serré qu'il doit effectuer en évitant d'entrer en contact avec le fourgon. Et quelques instants plus tard, je serais contente de revenir même à ce moment-là, où il se démanchait le cou pour voir derrière lui, préférable à la façon dont il conduit à présent, dans la grande rue de Huntsville, comme s'il n'y avait plus rien à dire ou faire. Il a dit « Je ne peux pas ». Il a dit qu'il ne peut pas faire ça jusqu'au bout. Il ne peut pas l'expliquer, seulement que c'est une erreur. Je crois que je ne pourrai plus jamais voir de majuscules sinueuses comme celle de l'écriteau. Ici on aiguise la lame des patins sans entendre sa voix, ni des planches mal équarries clouées en X comme celles qui condamnent les marches de la maison jaune en face du magasin. Maintenant, je vais te conduire à la gare. J'achèterai ton billet pour Toronto. Je suis à peu près sûre qu'il y a un train pour Toronto en fin d'après-midi. Je trouverai une quelconque histoire très plausible à raconter, et je demanderai à quelqu'un d'emballer tes affaires. Il faut que tu me donnes ton adresse à Toronto. Je ne crois pas l'avoir gardée. Ah, et puis je te ferai une lettre de référence. Tu as bien travaillé. Tu n'aurais pas terminé le trimestre de toute manière. Je ne te l'avais pas encore dit, mais les enfants vont déménager. Il y a toutes sortes de grands changements en cours. Un nouveau ton de voix, presque cavalier, le ton d'un soulagement renversant. Il s'efforce de le contenir, de ne pas exprimer ce soulagement jusqu'à ce que je sois parti. Je considère les rues. On se croirait en route pour l'échafaud. Pas encore, encore un petit moment. Je n'entends pas encore sa voix pour la dernière fois, pas encore. Il n'a pas besoin de demander son chemin. Je m'interroge à voix haute. A-t-il déjà conduit des filles au train? Il dit « Ne sois pas comme ça ». À chaque tournant, c'est comme si on m'enlevait une couche de ce qui reste de ma vie. Il y a un train pour Toronto à 5 heures. Il m'a dit d'attendre dans l'auto pendant qu'il va se renseigner. Il sort avec le billet dans la main, et ce me semble d'une démarche plus légère. Il a dû s'en rendre compte, parce qu'à mesure qu'il s'approche de la voiture, il ralentit. Il fait bien chaud dans la gare. Il y a une salle d'attente réservée aux dames. Il m'a ouvert la portière. À moins que tu ne préfères que j'attende avec toi jusqu'au départ. Il y a peut-être un buffet où on pourrait se faire servir une part de tarte mangeable. C'était infect ce déjeuner. Cela me tire de mon engourdissement. Je sors de l'auto et le précède jusqu'à la gare. Il m'indique la salle d'attente des dames. Il me regarde en levant le sourcil et s'essaie à une dernière plaisanterie. Peut-être qu'il viendra un moment où tu estimeras avoir vécu là un des plus grands jours de chance de ta vie. Je choisis, dans la salle d'attente des dames, une banquette d'où l'on voit l'entrée de la gare. C'est dans l'idée de le voir s'il revient. Il me dira que tout cela n'était qu'une plaisanterie ou une épreuve, comme dans un drame médiéval, ou peut-être a-t-il soudain changé d'avis, roulant sur la grande route, à la vue du pâle soleil printanier sur les rochers, que nous avons, voilà si peu encore, regardé ensemble, prenant tout à coup conscience de sa folie
Il fait demi-tour au milieu de la route et revient à toute vitesse. Il s'écoule 1 heure au moins avant que le train de Toronto entre en gare, mais elle semble passer en un rien de temps. Et maintenant encore mon imagination ne cesse de travailler. Je monte dans le train comme si j'avais des chaînes aux chevilles. J'appuie mon visage contre la vitre pour regarder aussi loin que possible sur le quai quand le sifflet annonce notre départ. Maintenant encore, il n'est peut-être pas trop tard pour que je saute du train, que je me libère et que je traverse la gare en courant jusqu'à la rue où il viendrait de garer l'auto et grimperait les marches en songeant qu'il n'est pas trop tard, en priant pour qu'il ne soit pas trop tard. Moi-même, courant à sa rencontre, pas trop tard. Et qu'est-ce que ce soudain tumulte, ces cris, ces vociférations? Ce n'est pas un seul retardataire, mais toute une bande qui s'avance, tapant des pieds entre les sièges, des lycéennes en tenue de sport, riant aux éclats de l'incident qu'elles ont causé, le contrôleur, mécontent, leur faisant presser le pas tandis qu'elles gagnent leur siège dans la pagaille. Parmi elles, et peut-être la plus bruyante, Mary. Je détourne la tête et ne leur jette plus un regard, mais la voilà qui crie mon nom et me demande d'où je viens. Je lui réponds que je suis allée voir une amie. Elle se laisse tomber à côté de moi et me raconte qu'elles sont allées jouer au basket contre Huntsville. Une catastrophe, elles ont perdu. « Hein, qu'on a perdu ?» lance-t-elle, apparemment enchantée, et les autres gloussent et ricanent. Elle annonce le score qui est effectivement honteux. « Tu t'es mise sur ton 31, dit-elle, mais elle s'en fiche un peu et ne semble guère intéressée par mon explication. Elle relève à peine ce que je dis quand je lui raconte que je vais à Toronto voir mes grands-parents, se contente de faire remarquer qu'ils doivent être vraiment vieux. Pas un mot au sujet d'Alistair, pas même une rosserie. Elle ne peut pas avoir oublié. Elle aura simplement arrangé la scène comme on plie un vêtement pour la serrer dans un placard avec ses personnalités passées, à moins qu'elle ne soit vraiment une personne capable d'affronter sans broncher toutes les humiliations. Je lui en suis reconnaissante aujourd'hui, alors que j'étais incapable d'éprouver un tel sentiment à l'époque. Livrée à moi-même, qui sait ce que j'aurais pu faire en arrivant à Amundsen? Me lever d'un bond, descendre du train, courir chez lui, et exiger de savoir pourquoi. Quelle honte sur moi, jamais. En l'occurrence, l'arrêt laissa à peine le temps aux filles de l'équipe de se rassembler, de cogner sur les fenêtres pour attirer l'attention des gens venus les chercher, tandis que le contrôleur les prévenait que si elles n'accéléraient pas un peu le mouvement, elles allaient se retrouver à Toronto. Pendant des années, j'ai pensé que je risquais de le rencontrer. Je vis encore à Toronto. J'avais l'impression que tout le monde finit par se retrouver à Toronto, au moins quelque temps. Bien sûr, ça ne signifie pas qu'on rencontrera forcément cette personne, à supposer qu'on en ait la moindre envie. Cela finit par se produire. Traversant une rue encombrée d'une telle foule qu'on ne pouvait même pas ralentir, marchant l'un vers l'autre, écarquillant les yeux en même temps, le simple choc de constater les méfaits du temps sur le visage l'un de l'autre. Il a lancé « Comment vas-tu » et j'ai répondu « Très bien » avant d'ajouter, pour faire bonne mesure, « Je suis heureuse ». À l'époque, ce n'était qu'en partie vrai. J'avais une espèce de dispute qui traînait en longueur avec mon mari. Fallait-il que nous remboursions une dette contractée par un de ses enfants? J'étais allée cet après-midi-là voir une exposition dans une galerie, histoire de me changer les idées et de me rasséréner.
il m'a fait encore une réponse. Tant mieux. Il semblait encore possible de s'extraire de cette foule, encore possible qu'en un instant nous nous retrouvions ensemble, mais tout aussi certain que nous allions poursuivre sans changer de trajectoire. Ce que nous avons fait. Pas d'appel hors d'haleine, pas de main sur mon épaule quand j'ai atteint le trottoir d'en face, rien que cet éclair que j'avais entrevu quand l'un de ses yeux s'était ouvert plus grand. C'était l'œil gauche, toujours le gauche si je me souviens bien, et cela semblait toujours si étrange, sur le qui-vive et perplexe, comme s'il s'était avisé soudain d'une totale impossibilité, au point qu'il en riait presque. Quant à moi, je ressentis à peu près la même chose qu'en quittant Amundsen, dans ce train qui m'emportait, encore estourbi et débordante d'incrédulité. Rien ne change jamais vraiment dans l'amour. Nouvelle suivante. Quitter Marveley. Du temps où il y avait une salle de cinéma dans chaque ville, il y en avait une aussi dans la nôtre, Marveley, et elle s'appelait le Capitole, comme beaucoup d'autres salles de sa catégorie. Morgan Hawley en était le propriétaire et le projectionniste. Il n'aimait pas les contacts avec le public, il préférait se confiner dans le local de projection exigu du premier étage et gérer ce qui se passait sur l'écran, de sorte qu'il fut naturellement bien embêté quand la fille qui déchirait les tickets lui dit qu'elle allait devoir s'arrêter parce qu'elle attendait un enfant. Il aurait pu s'en douter. Elle était mariée depuis 6 mois et, à l'époque, on n'était plus censé se montrer en public quand la grossesse devenait visible. Mais le changement et l'idée que les autres avaient une vie privée lui déplaisaient tant qu'il fut pris par surprise. Heureusement, elle trouva quelqu'un qui pouvait peut-être la remplacer. Une jeune fille qui habitait dans sa rue avait dit en passant qu'elle aimerait bien travailler le soir. Elle ne pouvait pas travailler pendant la journée parce qu'elle devait aider sa mère à s'occuper de ses cadets. Elle était assez intelligente pour se débrouiller, encore que timide. Morgan dit que c'était d'autant mieux. Il n'engageait pas d'ouvreuse pour papoter avec les clients. La jeune fille se présenta donc, elle s'appelait Léa, et Morgan lui posa une question et une seule. Qu'est-ce que c'était que ce nom-là ? Elle dit qu'il venait de la Bible. Il remarqua alors qu'elle ne portait aucun maquillage et que sa chevelure lisse était plaquée d'une façon peu saillante sur son crâne et fixée à l'aide d'épingles. Il eut quelques secondes d'inquiétude, avait-elle vraiment 16 ans et le droit de travailler ? Mais de plus près, il constata que c'était vraisemblablement la vérité. Il dit qu'elle devrait assurer une séance commençant à 8 heures du soir en semaine et 2 séances commençant à 7 heures le samedi soir. Après la fermeture, elle devait compter la recette et la mettre sous clé. Il n'y avait qu'une difficulté. Elle dit qu'elle pourrait rentrer chez elle à pied les soirs de semaine, mais qu'elle n'en aurait pas la permission le samedi et que son père ne pourrait pas venir la chercher, parce que lui-même avait un emploi de nuit à l'usine. Morgan dit qu'il n'imaginait pas ce qu'on pouvait avoir à craindre dans un bourg comme Marveley. Et il était sur le point de l'envoyer promener quand il se souvint du policier de nuit qui interrompait souvent ses rondes pour venir assister à un petit bout du film. Peut-être pourrait-on le charger de raccompagner Léa. Elle dit qu'elle allait demander à son père. Ce dernier donna son accord, mais souleva d'autres obstacles. Léa ne devait pas regarder l'écran ni écouter le moindre dialogue. La religion de sa famille ne le permettait pas. Morgan répondit
qu'il n'engageait pas d'ouvreuse pour leur permettre d'assister gratuitement à la séance. Quant au dialogue, il mentit en disant que la salle était insonorisée. Ray Elliott, le policier de nuit, avait pris cet emploi de façon à pouvoir être avec sa femme et lui venir en aide une partie au moins de la journée. Il pouvait se contenter de 5 heures de sommeil dans la matinée et d'un somme en fin d'après-midi. Il arrivait souvent que cette sieste n'ait pas lieu à cause d'une corvée ou d'une autre dont il fallait s'acquitter, ou simplement parce que sa femme, elle s'appelait Isabelle, et lui se mettait à bavarder. Il n'avait pas d'enfant et pouvait se lancer dans une conversation à tout moment et à tout propos. Il lui rapportait les nouvelles de la ville, qui la faisaient souvent rire, et elle lui parlait des livres qu'elle était en train de lire. Ray s'était engagé pour aller faire la guerre dès qu'il avait eu 18 ans. Il avait choisi l'armée de l'air qui promettait, disait-on, le plus d'aventures et la mort dans les délais les plus brefs. Il avait été mitrailleur dorsal, poste qu'Isabelle n'avait jamais réussi à se représenter clairement, et il avait survécu. Peu avant la fin de la guerre, on l'avait muté, et moins de 15 jours après, les hommes avec lesquels il avait volé si souvent, son ancien équipage, furent abattus et portés disparus. Il revint au pays avec la vague idée que son devoir était de faire quelque chose d'utile de la vie qui lui avait été si inexplicablement laissée, mais quoi, il ne le savait pas. D'abord, il devait terminer ses études secondaires. Dans la ville où il avait grandi, un établissement fut créé pour permettre aux anciens combattants de faire précisément cela, dans l'espoir d'aller ensuite à l'université aux frais de leurs concitoyens reconnaissants. La prof de lettres était Isabelle. Elle avait 30 ans et était mariée. Son mari était lui aussi un ancien combattant d'un grade très supérieur à celui des élèves de sa classe d'anglais. Elle avait le projet de consacrer cette seule année à l'enseignement, guidée par un certain patriotisme, après quoi elle démissionnerait pour avoir des enfants. Elle en parlait ouvertement avec ses élèves qui se disaient ensuite, quand elle ne pouvait pas les entendre, que c'était toujours les mêmes qui avaient du bol. Ray n'aimait pas entendre ce genre de remarques, et ce pour la raison qu'il était tombé amoureux d'elle, et elle de lui, ce qui semblait infiniment plus surprenant. Cela semblait aberrant au reste du monde, mais pas à eux. Il y eut un divorce, scandale pour sa respectable famille et rude coup pour son mari, qui avait toujours voulu l'épouser depuis leur enfance à tous deux. Ce fut plus facile pour Ray que pour elle, parce qu'il n'avait pas beaucoup de famille, et le peu de parents qu'il avait proclamèrent qu'à leur avis, il ne serait plus assez bien pour lui, une fois qu'il aurait épousé une personne d'une condition si élevée, et qu'ils garderaient désormais leur distance afin d'éviter de le déranger. S'il s'était attendu à être contredit et rassuré en réponse à ces déclarations, leur attente fut déçue. Excellente idée, voilà plus ou moins ce qu'il répondit. C'était le moment de repartir de zéro. Isabelle dit qu'elle pouvait continuer d'enseigner jusqu'à ce que Ray ait obtenu son diplôme et se soit établi dans l'activité qu'il choisirait d'exercer. Mais il fallut changer de projet. Elle n'allait pas bien. Au début, ils crurent que c'était les nerfs, le bouleversement, tant de sotte agitation, puis vinrent les douleurs. Une douleur, chaque fois qu'elle prenait une profonde inspiration, une douleur, sous le sternum, et une, dans l'épaule gauche, elle les ignora. Elle dit, en manière de plaisanterie, que Dieu la punissait de son aventure amoureuse, mais qu'il perdait son temps, puisqu'elle ne croyait même pas en lui. Elle souffrait de ce qu'on appelle
une péricardite. C'était grave, et elle l'avait ignoré, à ses risques et périls. C'était une maladie dont elle ne guérirait pas, mais qu'elle pourrait gérer, difficilement. Elle ne pourrait plus jamais enseigner, la moindre infection l'aurait mise en danger, et n'est-ce pas dans une salle de classe que les risques d'infection sont les plus élevés. C'était à Ray, désormais, de l'entretenir, et il prit un emploi de policier dans la petite ville de Maverley, aux confins des comtés de Grey et de Bruce. Il s'accommodait de son travail et elle s'accommoda, après quelque temps, de sa condition de semi-recluse. Il y avait un sujet qu'ils n'abordaient pas dans leur conversation. Ils se demandaient chacun de son côté si l'autre souffrait de l'impossibilité d'avoir des enfants. Ray songea que cette déception n'était peut-être pas étrangère au fait qu'Isabelle désirait tout savoir de la jeune fille qu'il devait raccompagner chez elle le samedi soir. « C'est lamentable, dit-elle, en apprenant l'interdit qui frappait les films, et elle fut encore plus troublée quand il lui dit qu'elle n'avait pas été inscrite au lycée pour pouvoir aider à la maison. « Et tu dis qu'elle est intelligente ?» Ray ne se rappelait pas l'avoir dit. Il avait dit qu'elle était extraordinairement timide, de sorte qu'en la raccompagnant, il se torturait la cervelle à la recherche d'un sujet de conversation. Certaines des questions qui lui venaient à l'esprit n'auraient pas fait l'affaire. Ainsi, quelle est votre matière préférée à l'école ? Il aurait fallu mettre la phrase au passé. Et d'ailleurs, savoir ce qu'elle préférait ou pas était devenu sans intérêt. Ou ce qu'elle voulait faire quand elle serait grande, parce que grande, elle l'était désormais, en tout et à tout point de vue, et son emploi était déterminé, qu'il lui plaise ou pas. Ainsi que la question de savoir si elle aimait ce petit bourg, et si elle regrettait l'endroit quel qu'il fût où elle vivait auparavant. À quoi bon ? Et ils avaient déjà examiné, sans trop s'y étendre, les noms et les âges des enfants les plus jeunes de sa famille. Quand il s'était enquis d'un chien ou d'un chat, elle avait répondu qu'elle n'en avait pas. Ce fut elle qui finit par trouver une question à lui poser à lui. Elle lui demanda ce qui, dans le film, avait fait rire les gens ce soir-là. Il ne songea pas à lui rappeler qu'elle était censée n'avoir rien entendu. Mais il avait oublié ce qui pouvait bien avoir été drôle. Il dit donc qu'il devait s'agir d'une quelconque bêtise. On ne savait jamais ce qui faisait rire le public. Il dit qu'il n'approfondissait guère sa connaissance des films, étant donné sa façon dont il les voyait par petits bouts. Il était rare qu'il suive l'intrigue. « L'intrigue » répéta-t-elle. Il dut lui expliquer ce que cela signifiait, que les films racontaient une histoire. À compter de ce moment-là, ils n'eurent plus aucune difficulté à faire la conversation. Et il n'eut pas besoin non plus de l'avertir qu'elle serait mal avisée d'en répéter quoi que ce soit chez elle. Elle comprenait. Il ne s'agissait pas pour lui de raconter telle histoire particulière, ce qu'il aurait eu du mal à faire de toute façon, mais plutôt d'expliquer que les histoires réunissaient souvent des fripouilles et des gens innocents, et que les fripouilles s'en tiraient d'ordinaire assez bien au début, commettant leurs crimes et dupant les gens en chantant dans des boîtes de nuit, des espèces de salles de bal, ou parfois, Dieu sait pourquoi, à la cime de montagnes et dans d'autres décors extérieurs, parfaitement invraisemblables, ce qui retardait l'action. Parfois les films étaient en couleur, avec de somptueux costumes, si l'histoire se déroulait dans le passé, comédiens en tenue d'apparat, s'entretuant en des massacres à grand spectacle, larmes de glycérine ruisselant sur les joues des dames, animaux de la jungle
probablement empruntés à des zoos, qu'on excitait pour leur faire adopter un comportement féroce. Et les victimes de meurtres de toutes sortes se relevaient sitôt que la caméra n'était plus sur elles, indemnes et bien vivantes, alors qu'on venait de les voir criblées de balles ou décapitées par le bourreau, leurs têtes roulant du billot dans le panier. « Tu devrais faire attention, dit Isabelle, tu risques de lui donner des cauchemars. » Il répondit que cela le surprendrait. En effet, la jeune fille avait l'air de chercher à comprendre les choses plutôt que d'en être heurtée ou troublée. Par exemple, elle n'avait jamais demandé ce qu'était le billot du bourreau, ni semblé surprise à l'idée qu'on y pose la tête. Il y avait quelque chose en elle, expliqua-t-il à Isabelle, quelque chose qui faisait qu'elle voulait s'imprégner de tout ce qu'on lui disait, plutôt que de se contenter d'en être émoustillée ou intriguée. D'une certaine façon, pensait-il, elle s'était déjà fermée à ses parents, ni par mépris envers eux, ni par sécheresse de cœur. C'était au fond une nature essentiellement méditative. Mais ensuite il dit quelque chose qui l'attristait plus encore et qu'il n'en comprenait pas le pourquoi. Elle n'a pas grand-chose à espérer, d'un côté comme de l'autre. Alors, on pourrait l'enlever, dit Isabelle. Sur quoi il la mit en garde. Sois sérieuse. Il ne faut pas y songer un seul instant. Peu avant Noël, alors que le froid ne s'était pas encore installé pour de bon, Morgane alla au commissariat vers minuit, en milieu de semaine, pour dire que Léa avait disparu. Elle avait vendu les billets comme d'habitude et fermé son guichet, rangé l'argent là où il devait être, avant de partir chez elle autant qu'il sache. Lui-même avait fait la fermeture après la séance, mais quand il était sorti, une femme qu'il ne connaissait pas avait surgi pour lui demander où était passée Léa. C'était sa mère, la mère de Léa. Le père était encore à l'usine. Et Morgane avait émis l'hypothèse que la jeune fille s'était peut-être mis en tête d'aller le voir à son travail. La mère n'avait pas semblé comprendre un traître mot de ce qu'il disait, et il lui avait donc proposé d'aller à l'usine voir si la fille y était. Mais elle, la mère, avait fondu en larmes et l'avait supplié de ne pas faire une chose pareille. Aussi Morgane l'avait-il raccompagnée chez elle en voiture, songeant que la fille y serait peut-être, mais non, et il s'était dit que mieux valait informer Ray. Il ne goûtait guère l'idée d'avoir à annoncer la nouvelle au père. Ray estima qu'il fallait aller aussitôt à l'usine. Il y avait une chance assez mince qu'elle y soit. Mais quand ils eurent trouvé le père, ce dernier n'avait évidemment rien vu, et il se mit en rage que sa femme ait pu sortir ainsi, alors qu'elle n'avait pas la permission de quitter la maison. Ray s'enquit d'amis éventuels, et ne fut pas surpris d'apprendre que Léa n'en avait aucun. Puis il dit à Morgane de rentrer chez lui et se rendit à la maison, où il trouva la mère dans l'état de détresse que Morgane avait décrit. Les enfants étaient encore debout, ou du moins certains d'entre eux, et se révélèrent eux aussi frappés de mutisme. Ils tremblaient, soit de frayeur, redoutant les conséquences de l'intrusion d'un étranger dans la maison, soit de froid, car Ray remarqua qu'il était manifestement en train de s'installer, même à l'intérieur. Peut-être que le père avait également établi des règles concernant le chauffage. Léa
portait son manteau d'hiver. Ce fut tout ce qu'il put tirer d'eux. Il connaissait le gros vêtement à carreaux marrons et songea qu'il la protégerait du froid pendant un certain temps au moins. Entre la première apparition de Morgane et le moment présent, la neige avait commencé à tomber assez drue. Son service terminé, Ray rentra pour raconter à Isabelle ce qui s'était passé. Puis il ressortit, sans qu'elle tente de l'arrêter. 1 heure plus tard, il était de retour, sans résultat, et porteur de la nouvelle que les routes allaient vraisemblablement être coupées par la première grosse tempête de neige de l'hiver. Le lendemain matin, c'était bien le cas. La ville était isolée pour la première fois de l'année, et la Grand-Rue était la seule que les chasse-neige s'efforçaient de maintenir ouverte. Presque tous les commerces avaient fermé, et dans le quartier où vivait la famille de Léa, l'électricité était coupée sans qu'on n'y puisse rien, à cause du vent qui courbait et ployait les arbres, au point qu'on aurait pu croire qu'ils allaient balayer le sol. Le policier qui était de service dans la journée eut une idée qui n'était pas venue à Ray. Fidèle de l'Église unie, il savait, ou son épouse savait, que Léa faisait du repassage 1 fois par semaine pour la femme du pasteur. Ray et lui se rendirent au presbytère afin de voir si quelqu'un là-bas avait une quelconque idée qui expliquât la disparition de la jeune fille, mais on ne put leur donner aucun renseignement. Et, après ce bref sursaut d'espoir, la situation sembla encore plus désespérée qu'avant. Ray était un peu surpris que la jeune fille, ayant trouvé un 2e emploi, ne lui en ait pas parlé, bien que, comparé avec le cinéma, cela ne sembla guère constituer une plongée très aventureuse dans le monde. Il essaya de dormir dans l'après-midi et y parvint pendant 1 heure à peu près. Isabelle fit des tentatives pour lancer une conversation au cours du dîner, mais rien de durable. Ray ne cessait de revenir à sa visite chez le pasteur et au fait que son épouse s'était montrée inquiète et disposée à les aider autant qu'elle le pourrait, alors que lui, le pasteur, n'avait pas eu le comportement qu'on attendrait d'un religieux. En venant leur ouvrir, il avait manifesté de l'impatience, à croire qu'on l'interrompait en pleine rédaction de son sermon ou autre tâche urgente. Il avait appelé son épouse, laquelle, en arrivant, avait dû lui rappeler qui était la jeune fille en question. « Tu te rappelles la jeune fille qui vient aider au repassage ? Léa ?» Alors seulement il avait dit qu'il espérait qu'on aurait bientôt des nouvelles, tout en s'efforçant de refermer peu à peu la porte, parce qu'il y avait du vent. « Mais qu'aurait-il pu faire d'autre ?» dit Isabelle. « Prier ?» Ray pensait que ça n'aurait pas pu faire de mal. « Ça n'aurait pu que gêner tout le monde et montrer que ça ne servait à rien, » dit Isabelle, avant d'ajouter que c'était probablement un de ces pasteurs tout à fait à la page, plus intéressé par l'aspect symbolique des choses. Il fallut entreprendre des recherches, malgré le mauvais temps. On ouvrit et mit sans dessus-dessous de vieilles cabanes et une écurie désaffectée depuis des années, parce qu'elle aurait pu s'y abriter, on ne trouva rien. La station de radio locale alertée diffusa une description de la disparue. Si Léa avait fait de l'autostop, songea Ray, un conducteur l'avait peut-être prise à son bord avant la tempête de neige, ce qui pouvait être bon ou mauvais signe. La description disait qu'elle était d'une taille un peu inférieure à la moyenne,
Ray, quant à lui, aurait plutôt dit un peu supérieur. Qu'elle avait les cheveux raides et châtains, lui aurait dit châtain très foncé, presque noir. Le père de Léa ne participa pas aux recherches, ni aucun de ses frères. Il est vrai que les garçons étaient plus jeunes qu'elle, et ne se seraient d'ailleurs jamais risqués hors de la maison sans l'autorisation paternelle. Quand Ray se rendit à pied jusqu'à la maison et parvint à atteindre la porte, ce fut à peine si on lui ouvrit, et le père lui dit sans perdre de temps qu'il s'agissait très vraisemblablement d'une fugue. Ce n'était plus à lui désormais de la punir, elle était entre les mains de Dieu. Ray ne fut pas invité à entrer pour se réchauffer un peu, peut-être n'y avait-il pas de chauffage dans la maison. La tempête se calma effectivement le lendemain, en milieu de journée. Les chasse-neige sortirent, afin de dégager les rues de la ville. Ceux du comté se chargèrent de la grande-route. On dit au chauffeur d'ouvrir l'œil, parce qu'il risquait de découvrir un cadavre gelé dans une des congères. Le jour suivant, le fourgon de la poste put passer et une lettre arriva. Elle n'était pas adressée à un membre de la famille de Léa, mais au pasteur et à son épouse. Elle venait de Léa, annonçant qu'elle s'était mariée. L'élu était le fils du pasteur, saxophoniste dans un orchestre de jazz. Il avait ajouté les mots « surprise, surprise » au bas de la page. Ce fut du moins ce qu'on raconta, mais Isabelle demanda comment on pouvait le savoir, à moins que l'informateur n'ait l'habitude d'ouvrir les enveloppes à la vapeur dans le bureau de poste. Le saxophoniste n'avait pas vécu dans le bourg quand il était enfant. Son père était affecté ailleurs à l'époque. Ses visites étaient très rares. La plupart des gens n'auraient même pas pu le décrire physiquement. Il n'assistait jamais à l'office. Il était venu avec une femme, il y avait de cela 2-3 ans, très maquillé, trop bien habillé. On racontait que c'était son épouse, mais apparemment il n'en était rien. Combien de fois la jeune fille s'était-elle trouvée chez le pasteur, occupée à repasser, quand le saxophoniste lui-même y était? Certains s'étaient évertués à le calculer. Cela avait dû se produire une fois seulement. Voilà ce que Ray entendit raconter au commissariat, où les ragots prospéraient autant qu'au sein de la gente féminine. Isabelle jugea que c'était une très belle histoire, et que ce n'était pas la faute des amants clandestins, car enfin, ils n'avaient pas pu organiser la tempête de neige. Il s'avéra qu'elle connaissait vaguement le saxophoniste. Elle l'avait rencontré à la poste, autrefois, lors d'une des visites à ses parents qui avaient coïncidé avec un des intervalles où elle-même se sentait brusquement assez bien pour sortir. Elle avait commandé un disque, mais il n'arrivait pas. Le saxophoniste lui avait demandé de quoi il s'agissait, et elle le lui avait dit. Elle ne se le rappelait plus à présent. Il lui avait alors parlé de ses propres activités, dans un genre musical différent. Quelque chose l'avait déjà convaincu qu'il n'était pas du coin, la façon qu'il avait eue de lui parler sous le nez, et le fort parfum de chewing-gum Juicy Fruit qu'il dégageait. Il n'avait pas fait allusion au presbytère, mais quelqu'un d'autre lui avait parlé de sa situation de famille, après qu'il avait pris congé d'elle, en lui souhaitant bonne chance. Rien qu'un petit flirt en passant, un garçon sûr de son charme. Qu'elle l'invite à venir écouter le disque si jamais elle le recevait, une ou deux bêtises comme ça. Elle avait espéré qu'elle était censée n'y voir qu'une plaisanterie. Pour taquiner Ray, elle se demanda si ce n'était pas à cause des descriptions du vaste monde qu'il lui avait faites à travers les films que la jeune fille s'était mis cette idée en tête. Ray n'avoua pas et avait lui-même du mal à croire
la désolation qu'il avait ressentie pendant le temps où la jeune fille avait été portée disparue. Il fut bien sûr fort soulagé quand il découvrit ce qui s'était passé. N'empêche, elle n'était plus là. Ce n'était ni tout à fait inhabituel, ni tout à fait sans espoir, mais elle n'était plus là. C'était absurde, mais il était vexé, comme si elle avait pu, au moins, lui laisser entrevoir qu'il existait une autre partie de sa vie. Ses parents et tous les autres enfants ne tardèrent pas à s'en aller aussi, et selon toute apparence, nul ne savait où. Le pasteur et son épouse ne quittèrent pas la ville quand il prit sa retraite. Ils purent conserver la maison que l'on continuait souvent d'appeler le presbytère, malgré le fait que ce n'était plus le cas. La jeune épouse du nouveau pasteur avait trouvé à redire à divers aspects de l'habitation, et les autorités ecclésiastiques, plutôt que de la rénover, avaient décidé d'en faire bâtir une autre afin qu'elle cesse de se plaindre. L'ancien presbytère fut alors vendu à bas prix à l'ancien pasteur. Il était assez vaste pour loger le fils musicien et sa femme quand ils venaient en visite avec leurs enfants. Il y en avait 2. Le journal avait publié leurs prénoms dans le carnet rose, un garçon puis une fille. Ils venaient de temps à autre en visite, d'ordinaire avec Léa seulement. Le père était occupé à se produire dans des bals ou allait savoir quoi. Ni Ray ni Isabelle ne les avaient rencontrés à ces diverses occasions. Isabelle allait mieux. Elle était presque normale. Elle faisait si bien la cuisine qu'ils prirent tous 2 du poids et qu'elle dut s'arrêter, ou du moins faire moins souvent, les plats les plus élaborés. Elle se réunissait avec d'autres femmes de la ville pour lire et discuter les grands livres. Notes en bas de page, collection des livres considérés comme fondamentaux de la culture occidentale depuis l'Antiquité. Certaines, n'ayant pas vraiment prévu la tournure que prendraient ces soirées, cessèrent d'assister aux réunions, mais ceci mis à part, ce fut un succès retentissant. Isabelle riait du remue-ménage qui ne manquerait pas de se produire dans les cieux quand elles s'attaquèrent à ce pauvre vieux Dante. Puis elle commença à être prise d'évanouissement ou de quasi-évanouissement, mais elle se refusa à les consulter jusqu'à ce que Ray se mit en colère, sur quoi elle prétendit que c'était sa mauvaise humeur qui l'avait rendue malade. Elle s'excusa, ils se rabibochèrent, mais l'état du cœur d'Isabelle empira au point qu'il leur fallut engager une garde malade pour rester avec elle quand Ray devait s'absenter. Heureusement, quelques sous, provenant pour elle d'un petit héritage et pour lui d'une légère augmentation, se matérialisèrent alors même que, par choix, il continua d'assurer le service de nuit. Un matin d'été, rentrant chez lui, il alla à la poste voir si le courrier était prêt. Le tri était parfois terminé à cette heure-là et parfois pas. Ce matin-là, il ne l'était pas. Et voilà que, sur le trottoir, marchant à sa rencontre dans la vive lumière du matin, il vit Léa. Elle poussait une poussette dans laquelle était assise une petite fille d'environ 2 ans qui agitait les jambes sur le repose-pied métallique. Un autre enfant, qui semblait moins agité, s'accrochait à la jupe de sa mère, ou plutôt à ce qui semblait bien un pantalon plus ou moins orange, avec lequel elle portait un haut blanc flottant, évocateur d'une espèce de maillot de corps. Sa chevelure brillait plus qu'autrefois, et son sourire, qu'en fait il n'avait encore jamais vu, l'enchanta positivement. On aurait presque pu la prendre pour une des nouvelles amies d'Isabelle, qui était pour la plupart plus jeune ou récemment arrivée en ville, bien qu'il y en eût quelques-unes plus âgées,
autrefois plus réservé, mais qui s'étaient laissés emporter dans cette nouvelle période éclatante, ayant renoncé à leurs anciennes manières de voir et changé leur langage dans un effort tendant à la concision et à la crudité. Il avait été déçu au bureau de poste en apprenant qu'il n'était pas arrivé de nouveaux magazines, alors que cela comptait moins pour Isabelle désormais. Elle vivait autrefois pour ses magazines, qui étaient tous sérieux et donnaient matière à réflexion, mais comportaient des dessins humoristiques subtils qui la faisaient rire. Même les encarts publicitaires pour des fourrures et des bijoux la faisaient rire autrefois, et il espérait encore qu'il lui donne un regain de vie. Du moins, aurait-il à présent quelque chose à lui raconter, Léa. Léa le salua d'une voix nouvelle et fit semblant d'être effarée qu'il les reconnut, dans la mesure où elle était devenue, pour reprendre ses termes, quasiment une petite vieille. Elle présenta la fillette, qui refusa de lever les yeux, et continua de battre la mesure sur le repose-pied de métal, et le jeune garçon dont le regard se perdit dans le vague et qui marmonna. Elle le taquina parce qu'il s'accrochait encore à ses vêtements. « Tu sais, on a traversé la rue maintenant, mon bonhomme. » Il s'appelait David et la petite Shelley. Ray ne se rappelait pas avoir lu ces prénoms-là dans le journal. Il avait comme une impression que les deux étaient à la mode. Elle dit qu'il s'était installé chez ses beaux-parents. Pas en visite, non, installé. Il ne s'en avisa qu'un peu plus tard, et cela ne voulait peut-être rien dire. Nous allons à la poste. Il lui dit qu'il en revenait, mais que le tri n'était pas terminé. Oh, dommage. Nous pensions qu'il y aurait peut-être une lettre de papa, n'est-ce pas, David? Le garçon était de nouveau agrippé aux vêtements de sa mère. On va attendre la fin du tri, dit-elle. Peut-être qu'il y en aura une. On sentait qu'elle n'avait guère envie de quitter Ray si vite, et ce dernier n'en avait pas envie non plus, mais pas facile de trouver autre chose à dire. Moi, je vais à la pharmacie, dit-il. Ah oui? Oui, une ordonnance pour ma femme. J'espère qu'elle n'est pas malade. Il eut alors le sentiment d'avoir commis une trahison et répliqua assez brusquement « Non, pas grand-chose ». Elle regardait un peu au-delà de Ray à présent et disait bonjour à quelqu'un de la même voix empreinte de plaisir avec laquelle elle l'avait salué, lui, quelques instants plus tôt. C'était le pasteur de l'église unie, le nouveau, ou plutôt nouveau, celui dont l'épouse avait exigé une maison moderne. Elle leur demanda s'ils se connaissaient, et tous deux répondirent oui, mais leur ton indiquait qu'il ne s'agissait que d'une vague connaissance, avec peut-être en su une certaine satisfaction qu'il en fût ainsi. Ray remarqua que le bonhomme ne portait pas son col de clergyman. « Il n'a pas encore eu l'occasion de m'arrêter pour une quelconque infraction, » dit le pasteur, s'avisant peut-être qu'il convenait de se montrer un peu plus enjoué. Il serra la main de Ray. « Quelle chance, dit Léa. Je voulais justement vous poser quelques questions, et vous voilà. »« Me voilà, confirma le pasteur. À propos de l'école du dimanche, dit Léa, je me demandais, mes deux petits grandissent, et je me demandais d'ici combien de temps, et la marche à suivre, et tout ça. Ah oui, oui, dit le pasteur. Ray voyait bien qu'il était de ceux qui n'aiment pas particulièrement s'acquitter de leur ministère en public, qui ne souhaitent pas qu'on aborde le sujet chaque fois, pour ainsi dire, qu'ils sortent dans la rue. Mais le pasteur diminua sa gêne du mieux qu'il put, et il devait trouver une certaine compensation dans le fait de parler à une jeune femme qui avait le physique et l'allure de Léa. « Il va falloir que nous en parlions, dit-il. Prenons rendez-vous à l'heure qu'il vous plaira. » Ray déclara qu'il devait y aller. « Je suis content de vous avoir rencontré, dit-il à Léa, et il adressa une inclination de tête au religieux. Il se remit en chemin, ayant appris deux choses.
Elle allait séjourner en ville un certain temps, puisqu'elle prenait des dispositions concernant l'école du dimanche, et elle ne s'était pas entièrement débarrassé l'esprit de toute la religion que son éducation y avait introduite. Il anticipait avec plaisir une nouvelle rencontre, mais elle ne se produisit pas. En rentrant, il raconta l'aventure à Isabelle, soulignant combien la jeune femme avait changé, et elle répondit « Tout ça m'a l'air assez banal. » En définitive, elle semblait un peu irritée, peut-être parce qu'elle l'avait attendu pour qu'il lui fasse du café. Sa garde-malade ne devait venir qu'à 9 heures, et on lui avait interdit à elle, après qu'elle s'était accidentellement ébouillantée, de chercher à se débrouiller seule. Les choses allèrent en se dégradant pour eux, et ils eurent plusieurs frayeurs au cours des mois qui suivirent, jusqu'à Noël, et puis Ray se vit accorder un congé. Ils partirent pour la grande ville, où l'on pouvait trouver certains spécialistes. Isabelle fut hospitalisée aussitôt, et Ray put s'installer dans une des chambres mises à la disposition de patients venus de loin. Du jour au lendemain, il n'eut plus d'autre responsabilité que de rendre quotidiennement visite à Isabelle pendant des heures et de surveiller ses réactions à divers traitements. Au début, il essayait de la distraire par des évocations hautes en couleurs du passé ou par le récit de ce qu'ils avaient pu observer dans l'hôpital et sur les autres patients qu'ils avaient entrevus. Il partait marcher presque tous les jours, quel que fût le temps, et il lui racontait tout sur ses promenades aussi. Il apportait un journal et lui faisait la lecture des nouvelles. Elle finit par lui dire « C'est tellement gentil de ta part, mon chéri, mais j'ai l'impression d'être au-delà de tout ça. » « Au-delà de quoi ?» rétorqua-t-il, mais elle répondit « Oh, je t'en prie. » Et sur ces entrefaites, il se mit à lire en silence un livre emprunté à la bibliothèque de l'hôpital. Elle lâcha dans un souffle « Ne t'inquiète pas si je ferme les yeux, je sais que tu es là. » On l'avait transféré depuis quelque temps des soins intensifs dans une chambre où se trouvaient 4 femmes dont l'état était plus ou moins le même que le sien, hormis qu'il y en avait une qui, de temps en temps, s'asseyait brusquement pour vociférer à l'adresse de Ray « Faites-nous un bisou !» Puis, un jour, en entrant, il découvrit une autre femme dans le lit d'Isabelle. L'espace d'un instant, il se dit qu'elle était morte et que personne ne l'avait prévenue. Mais la patiente volubile, qui occupait le lit situé à la diagonale de celui-là, s'écria « En haut !» non sans quelque chose de joyeux, voire de triomphal. Et voilà ce qui s'était passé. Isabelle ne s'était pas réveillée ce matin-là, et on l'avait transférée à un autre étage, où l'on remisait apparemment ceux dont l'état n'avait aucune chance de s'améliorer, moins encore de chance que pour les patientes de la chambre précédente, mais qui refusaient de mourir. « Vous feriez aussi bien de rentrer chez vous, » lui dit-on. On ajouta qu'on le contacterait s'il y avait le moindre changement. C'était raisonnable. D'une part, il avait atteint le temps de séjour maximum prévu dans les chambres réservées aux accompagnants, et il avait largement outrepassé la durée du congé accordé par la police de Molloway. Il ne lui restait plus qu'à y retourner. C'était la seule chose à faire. Au lieu de quoi, il resta dans la grande ville. Il prit un emploi d'homme de ménage dans l'équipe d'entretien de l'hôpital. Il loua un petit logement meublé du strict nécessaire, à peu de distance. Il y retourna cependant, mais seulement pour un bref séjour. Il n'était pas sitôt arrivé qu'il commença à prendre ses dispositions pour vendre la maison et tout ce qu'elle contenait. Il en chargea les gens de l'agence immobilière, dont il prit congé au plus vite, ne voulant rien avoir à expliquer à quiconque. Rien de ce qui s'était passé en ces lieux ne l'intéressait.
Les années pendant lesquelles il avait vécu dans le bourg et la connaissance qu'il en avait semblaient lui échapper pour se perdre loin en lui. Il entendit pourtant évoquer quelque chose pendant son séjour, une espèce de scandale auquel était mêlé le pasteur de l'Église unie qui s'efforçait d'obtenir que son épouse divorce pour cause d'adultère. Comme si avoir commis l'adultère avec une paroissienne n'était pas assez grave, le pasteur, au lieu de se faire le plus discret possible et de s'éclipser, afin de subir une forme de rééducation, ou d'aller prendre en charge une paroisse oubliée, au fin fond de l'arrière-pays, avait apparemment choisi d'affronter l'opprobre du haut de la chair. Il était allé au-delà de la confession, tout n'avait été que grimace, disait-il. Sa bouche avait formé les paroles de l'Évangile et les commandements auxquels il ne croyait pas tout à fait, et la plupart de ce qu'il avait prêché concernant l'amour et la sexualité, ses recommandations évasives, timides et convenues. Grimace que tout cela. Il était à présent un homme libre, libre de leur dire le soulagement que c'était de célébrer la vie du corps en même temps que celle de l'esprit. La femme qui lui avait ainsi ouvert les yeux était apparemment Léa. Son mari, le musicien, avait-on raconté à Ray, était venu la chercher quelque temps auparavant, mais elle avait refusé de partir avec lui. Il en avait rendu le pasteur responsable, mais c'était un ivrogne, lui, le mari, de sorte que personne n'avait su s'il fallait le croire ou non. Sa mère devait l'avoir cru, pourtant, parce qu'elle avait mis Léa à la porte et gardé les enfants. Pour Ray, tous ces ragots étaient répugnants. Les adultères et les ivrognes et les scandales, qui avaient raison, qui avaient tort, qui s'en souciaient, cette jeune femme avait fini par apprendre à aguicher et à négocier comme les autres. Quelle perte de temps, quel gaspillage de vie pour ces gens qui s'excitaient là-dessus, sans accorder d'attention à ce qui comptait vraiment. Bien sûr, tant qu'il avait pu parler avec Isabelle, tout était différent, parce qu'Isabelle aurait cherché des réponses, plutôt parce qu'elle lui aurait donné le sentiment qu'il existait de nombreux aspects du sujet auxquels lui-même n'avait pas pris garde. Puis, elle aurait fini par un éclat de rire. Les choses se passaient plutôt bien pour lui au travail. On lui demanda s'il souhaitait intégrer une équipe de bowling, et il remercia en disant qu'il n'avait pas le temps. Il en avait beaucoup en réalité, mais devait le passer avec Isabelle, guettant le moindre changement, la moindre explication, sans rien laisser lui échapper. Elle s'appelle Isabelle, rappelait-il aux infirmières dans les débuts quand elle disait « Écoutez, ma petite dame » ou « Bon alors, on va vous tourner là, madame ?» Puis il s'habitua à les entendre s'adresser à elle de cette façon. Il se produisait donc des changements en définitive. Pas en Isabelle, peut-être, mais en lui-même. Pendant assez longtemps, il était allé la voir une fois par jour, puis il passa à 1 jour sur 2, puis à 2 fois par semaine. 4 ans. Il songeait que cela ne devait pas être loin d'un record. Il demanda à ceux qui la soignaient s'il en était ainsi, et ils répondirent « Ma foi, on en approche ». Ils avaient l'habitude de faire des réponses vagues sur tous les sujets. Il avait fini par surmonter l'idée persistante qu'elle continuait de penser. Il avait cessé d'attendre qu'elle ouvre les yeux. C'était seulement
qu'il ne pouvait pas s'en aller et la laisser là toute seule. D'une femme très mince, elle avait changé pour devenir non pas une enfant, mais un assemblage disgracieux d'os mal assortis, surmonté d'une crête évoquant celle d'un oiseau, prêt à mourir d'une minute à l'autre, avec cette respiration si irrégulière. Il y avait, attenante à l'hôpital, quelques vastes salles utilisées pour la rééducation et les exercices. D'ordinaire, il ne les voyait que vides, quand on avait remisé tout le matériel et éteint les lumières, mais un soir, en partant, il emprunta un chemin différent à travers le bâtiment et vit une lumière oubliée. Quand il s'approcha pour vérifier de quoi il retournait, il constata qu'il y avait encore quelqu'un, une femme. Elle était assise à califourchon sur un des gros ballons d'exercice. Elle s'y reposait ou cherchait peut-être à se rappeler l'endroit où elle était censée se rendre ensuite. C'était Léa. Il ne la reconnut pas aussitôt, mais alors il regarda de nouveau et oui, c'était Léa. Il ne serait pas entré peut-être s'il avait vu de qui il s'agissait, mais à présent il avait parcouru la moitié du chemin pour accomplir sa mission d'extinction des feux. Elle le vit. Elle glissa à bas de sa monture. Elle était vêtue d'une tenue de sport et avait pris pas mal de poids. « Je pensais que j'allais peut-être te rencontrer un jour, dit-elle. Comment va Isabelle ?» Il fut un peu surpris de l'entendre appeler ainsi Isabelle par son prénom ou tout simplement parler d'elle, comme si elle l'avait connue. Il lui dit brièvement comment allait Isabelle. On ne pouvait l'évoquer désormais que brièvement. « Est-ce que tu lui parles » demanda-t-elle. « Plus guère. »« Ah, mais tu devrais. Tu ne devrais pas renoncer à lui parler. » Comment en était-elle venue à penser qu'elle en savait beaucoup sur à peu près tout? « Tu n'es pas surpris de me voir, hein? Tu dois avoir appris, » dit-elle. Il ne sut pas trop quoi répondre. « Ben, dit-il, il y a un bout de temps que j'ai appris que tu étais ici et tout ça. Alors j'ai dû me dire comme ça que tu saurais forcément que j'étais ici, moi aussi. » Il dit que non. « J'organise des activités, » lui expliqua-t-elle, « pour les cancéreux, pour ceux dont l'état le permet, en somme. » Il dit que l'idée lui semblait bonne. « Encore mieux que ça. Je veux dire, pour moi aussi. Je vais plutôt bien, mais par moments, il y a des choses qui m'atteignent, surtout à l'heure du dîner, je veux dire. C'est là que je commence à me sentir drôle. » Elle vit qu'il ne savait pas de quoi elle parlait, et elle se proposa, avait même grande envie peut-être de l'expliquer. « Je veux dire, sans les enfants et tout ça, tu ne savais pas que leur père avait eu la garde ?»« Non, » dit-il. « Ah bah, c'est parce qu'ils ont pensé que sa mère pourrait s'en occuper, en fait. Lui, il est chez des alcooliques anonymes et tout, mais le jugement n'aurait pas été celui-là s'il n'y avait pas eu sa mère. » Elle renifla et chassa des larmes avec une brusquerie presque méprisante. « Sois pas gêné. C'est pas aussi grave que ça en a l'air. C'est machinal, je pleure à tous les coups. C'est pas mauvais de pleurer non plus, du moment qu'on ne fait pas que ça. » Celui qui était aux alcooliques anonymes devait être le joueur de saxo, mais le pasteur... Et qu'avait-il bien pu se passer? Exactement comme s'il avait posé les questions à haute voix, elle dit « Ah, et puis il y a Karl. Cette affaire a fait une telle histoire et tout ça, hein. J'avais complètement perdu la boule. » Karl s'est remarié, poursuivit-elle. Du coup, il s'est senti mieux. Je veux dire, parce qu'il a surmonté, en somme, ce qu'il éprouvait pour moi. En fait, c'était plutôt drôle, il a épousé un autre pasteur. Tu sais qu'on autorise des femmes à l'être aujourd'hui. Eh bien voilà, c'est le cas de celle-là. Alors en gros, c'est lui la femme du pasteur. Je trouve que c'est à hurler de rire. Les yeux secs à présent, elle souriait. Il savait qu'elle allait en dire plus long, mais n'avait pas la moindre idée de ce qui s'annonçait. « Ça doit faire un bout de temps que tu es ici. Tu as un logement ?»« Oui. »« C'est toi qui fais la cuisine et tout ?»« Oui, » répondit-il, et tel était bien le cas. « Je pourrais faire ça pour toi de temps en temps. Ce serait pas une bonne idée ?» Ses yeux s'étaient mis à briller, rivés sur ceux de Ray. « Peut-être, » concéda-t-il, mais à vrai dire, il n'y avait pas assez de place chez lui pour la liberté de mouvement de plus d'une personne à la fois. Puis, il dit
qu'il n'était pas allé voir Isabelle depuis 2 jours et que le moment était venu qu'il le fasse. Elle approuva d'un imperceptible signe de tête. Elle ne semblait ni blessée ni découragée. « On se reverra, c'est ça. » On avait cherché Ray partout. Isabelle avait fini par s'en aller. On lui dit qu'elle était partie, comme si elle s'était levée pour sortir. Quand quelqu'un était passé la voir, 1 heure plus tôt, rien dans son état n'avait changé. Et maintenant, elle était partie. Il s'était souvent demandé ce que cela changerait. Mais le vide qui la remplaçait était renversant. Il restait à regarder l'infirmière, effarée. Elle pensa qu'il lui demandait ce qu'il devait faire, et entreprit de le lui dire, de le mettre au courant. Il la comprit très bien, mais demeurait préoccupé. Il croyait que cela avait eu lieu depuis longtemps, dans le cas d'Isabelle, mais non, pas jusqu'à présent. Elle avait existé, elle n'existait plus, plus du tout, comme si elle n'avait jamais existé. Et les gens s'affairaient alentour, comme si ce fait scandaleux, on pouvait le surmonter en prenant des dispositions raisonnables. Lui aussi se plia à la coutume, signa là où on lui dit de signer, disposant de ce qu'il convenait de faire des restes, comme on dit. Quel excellent mot, reste, comme quelque chose qui se dessécherait, tomberait en poussière, oublié au fond d'un placard. Et il ne tarda pas à se retrouver dehors, à faire semblant d'avoir une raison aussi bonne, aussi ordinaire que quiconque. Ce qu'il emportait avec lui, tout ce qu'il emportait avec lui était un manque, quelque chose comme un manque d'air, un manque du fonctionnement normal au-dedans de ses poumons, une difficulté dont il pouvait penser qu'elle se prolongerait à jamais. La jeune femme, avec laquelle il venait de parler, qu'il avait connue autrefois, elle avait parlé de ses enfants, de la perte de ses enfants, de s'y habituer, un problème à l'heure du dîner, une experte de la perte, voilà comment on aurait pu la désigner, lui-même n'étant qu'un novice par comparaison. Et voilà qu'il ne se rappelait plus son nom, qu'il avait perdu son nom, alors qu'il l'avait bien connu. Perte, perdu, farce, dont il était le dindon, s'il en fallait un. Il montait les marches de son logement quand il lui revint. Léa. Un soulagement hors de toute proportion de se la rappeler. Nouvelle suivante, train. De toute façon, ce train ne roule pas vite, et il a encore ralenti dans la courbe. Jackson est le dernier voyageur qui reste. Le prochain arrêt, Clover, étant encore à une 30aine de kilomètres. Et après, il y a Ripley et Kincardine et le lac. Il est en veine et il faut en profiter. Il a déjà récupéré le talon de son billet dans l'encoche destinée à le recevoir au-dessus de sa tête. Il soulève son sac et le regarde atterrir doucement, juste entre les rails. Il n'a pas le choix à présent, le train ne ralentira pas plus. Il tente sa chance, il est jeune, en bonne forme, aussi agile qu'il le sera jamais, mais le bond, la réception, le déçoit. Il est plus raide qu'il ne le pensait. Quand il veut s'immobiliser, l'élan le projette en avant, ses paumes heurtent violemment le ballast entre les traverses, il s'écorche les nerfs. Le train est hors de vue, il l'entend prendre un peu de vitesse au sortir de la courbe, il crache sur ses mains meurtries, en ôte les gravillons incrustés,
puis il ramasse son sac et se met à marcher en sens inverse du chemin déjà parcouru par le train. S'il suivait le train, il arriverait à la gare de Clover longtemps après la tombée de la nuit. Il pourrait encore se plaindre de s'être endormi puis réveillé, les idées confuses, croyant à tort avoir manqué sa gare pendant son sommeil. Du coup, il a sauté du train et s'est vu obligé de finir à pied. On l'aurait cru. Revenant chez lui de si loin, revenant de la guerre, ses idées auraient bien pu s'embrouiller dans sa tête. Il n'est pas trop tard, il serait avant minuit là où il était censé être. Mais pendant tout le temps qu'il y pense, il marche dans la direction opposée. Il ne connaît pas beaucoup de noms d'arbres, les érables que tout le monde connaît, les pins, pas grand-chose d'autre. Il a cru sauter au milieu d'un bois, mais non. Les arbres bordent seulement la voie, serrés les uns contre les autres le long du remblai, mais il entrevoit par éclairs les champs derrière eux. Des champs verts, rouges ou jaunes, des pâtures, des cultures, des éteules. Il n'en sait pas plus, on est encore en août. Et, une fois que le bruit du train a cessé, avalé par la campagne, il se rend compte que ce n'est pas le parfait silence auquel il se serait attendu qui règne. Beaucoup d'intrusions ici et là viennent troubler cette perfection. Un froissement des feuilles sèches d'août qui n'est pas dû au vent, le tapage de quelques oiseaux invisibles l'admonestant. Sauter du train, croyait-il, c'était procéder à une annulation. Le corps en alerte, les genoux prêts, on allait pénétrer dans un air différent, on espérait le vide. Au lieu de quoi qu'obtenait-on? Un attroupement immédiat de décors nouveaux réclamant l'attention comme il ne l'avait jamais fait pendant qu'assis dans le train on se contentait de regarder par la fenêtre. Que fait-on là? Où va-t-on? L'impression d'être observé par des choses dont on ne sait rien, d'être un intrus, la vie qui l'entoure aboutissant à des conclusions à son sujet depuis un observatoire pour lui invisible. Les gens qu'il avait croisés depuis quelques années semblaient croire que si l'on n'était pas de la ville, on était de la campagne. Et ce n'était pas vrai. Il y a des distinctions qui risquent d'échapper à ceux qui ne vivent pas justement dans cette zone entre la campagne et la ville. Jackson lui-même était le fils d'un plombier. Jamais de sa vie il n'avait mis le pied dans une étable, mené un troupeau de vaches ou lié le blé en gerbe. Jamais non plus il ne s'était trouvé, comme à ce moment-là, suivant d'un pas pesant une voie de chemin de fer qui semblait être retournée de sa vocation première, transporter voyageurs et marchandises, à l'état d'une province envahie de pommiers sauvages et de buissons épineux, couverts de baies et de lianes rampantes et de corbeaux. Cet oiseau-là, au moins, il le connaissait, croassant du haut de perchoirs qu'on ne voyait pas. Et, à l'instant, une couleuvre ondulant entre les rails, parfaitement assuré qu'il ne sera pas assez rapide pour la tuer d'un coup de pied. Il en sait tout de même suffisamment pour juger qu'elle est inoffensive.
mais cette assurance l'irrite. On pouvait compter sur la petite Jersiaise, qui s'appelait princesse Margaret, pour venir à la porte de l'étable, à l'heure de la traite, 2 fois par jour, matin et soir. Belle n'avait pas souvent besoin de l'appeler, mais ce matin-là, elle était trop intéressée par quelque chose au creux de la pâture ou dans les arbres qui cachaient les voies du chemin de fer de l'autre côté de l'enclos. Elle entendit Belle n'avait pas souvent besoin de l'appeler. Mais ce matin-là, elle était trop intéressée par quelque chose au creux de la pâture ou dans les arbres qui cachaient les voies du chemin de fer de l'autre côté de l'enclos. Elle entendit Belle siffler, puis l'appeler, et se mit en marche de mauvaise grâce. Mais ensuite, elle décida de retourner jeter un coup d'œil. Belle posa le seau et le tabouret et entreprit de traverser les hautes herbes mouillées du matin. Saut, bosse, mi-câlinant, mi-grondant. Quelque chose bougeait parmi les arbres. Une voix d'homme lança que tout allait bien. Évidemment que tout allait bien. Est-ce qu'il croyait qu'elle avait peur de lui ? Mieux valait pour lui avoir peur de la vache dont on n'avait pas coupé les cornes. Enjambant la barrière, il fit un signe qu'il devait concevoir comme rassurant. C'en était trop pour princesse Margaret. Il fallait qu'elle exécute une petite démonstration, bondir d'un côté, puis de l'autre, secouer les méchantes petites cornes, pas grand-chose, mais les Jersiaises peuvent toujours surprendre d'une façon désagréable par leur vitesse et leurs accès de colère. Belle se mit à crier pour gronder la vache et rassurer l'homme. « Elle vous fera pas de mal, bougez pas, c'est ses nerfs. » Elle remarqua alors le sac qu'il tenait. C'était la cause de cet incident. Elle avait cru qu'il marchait seulement le long de la voie, mais il allait quelque part. « C'est votre sac qui l'inquiète. Si vous pouviez le poser par terre un moment, il faut que je la fasse revenir vers l'étable pour la traire. » Il fit ce qu'elle demandait, puis considéra la scène, s'efforçant de ne pas bouger d'1 centimètre. Elle fit reprendre à princesse Margaret le chemin du seau et du tabouret qu'elle avait laissé de ce côté-ci de l'étable. « Vous pouvez le reprendre maintenant !» cria-t-elle. Et elle se mit à parler d'un ton plus amical à mesure qu'il approchait. « Du moment que vous le lui agitez pas sous le nez, vous êtes militaire, hein ? Si vous attendez que j'ai fini de la traire, je pourrais vous faire un peu à manger. C'est un nom idiot quand on doit lui crier dessus « Princesse Margaret !» C'était un petit bout de femme costaude, aux cheveux raides, où le gris se mêlait au blond, avec une frange de petite fille. « C'est moi qui en suis responsable, » dit-elle en s'installant sur le tabouret. « Je suis royaliste, enfin, je l'étais. J'ai fait du porridge que je tiens au chaud sur la cuisinière. J'en ai pas pour longtemps à traire, si ça vous dérange pas de faire le tour de la grange et d'aller attendre là où elle pourra pas vous voir. Je regrette de pas pouvoir vous offrir d'œufs. On avait des poules avant, mais les renards arrêtaient pas de nous les prendre, alors on en a eu marre. » Nous les prendre, elle avait donc un homme quelque part dans le coin. « Le porridge, ça me va très bien, je vous paierai volontiers. »« Pas la peine, simplement allez vous cacher un peu, elle est trop intéressée pour laisser descendre son lait. » Il s'éloigna donc, contournant la grange. Elle était en mauvais état, il jeta un coup d'œil entre les planches pour voir le genre d'auto qu'elle avait, mais il ne distingua qu'une vieille carriole et d'autres épaves de machines agricoles. On voyait qu'on s'était efforcé de mettre un peu d'ordre, mais que les affaires ne devaient pas être brillantes. La maison, dont la peinture blanche s'écaillait et virait au gris. Une fenêtre, masquée de planches, clouée là où les vitres avaient été cassées.
le poulailler délabré, où elle avait dit que le renard leur prenait les poules, des bardeaux empilés. S'il y avait un homme dans la maison, c'était forcément un invalide ou alors un fieffé paresseux. Une route passait non loin de là, un petit champ enclos devant la maison, un chemin de terre, et dans le champ, un cheval pommelé paisible. Une vache, il comprenait les raisons pour lesquelles on pouvait l'élever. Mais un cheval, même avant la guerre, les paysans avaient commencé à s'en débarrasser. L'avenir était au tracteur, et elle ne lui avait pas semblé du genre à faire des promenades d'agrément au trot d'un cheval. Puis la lumière se fit, la carriole dans la grange. Ce n'était pas une relique, c'était tout ce qu'elle avait. Depuis un moment déjà, il entendait un bruit intrigant. La route s'élevait jusqu'au sommet d'une colline et, de derrière ce sommet, lui parvenait un clip-clop, clip-clop, accompagné d'un frêle tintement ou d'un sifflement. Voilà autre chose. Au sommet de la colline parut un caisson sur roue, tiré par 2 chevaux assez petits, plus petits que celui du champ, mais infiniment plus vifs. Et dans le caisson étaient assis une demi-douzaine de petits bonshommes, tous vêtus de noir, avec un chapeau noir assorti sur la tête. C'étaient eux qui faisaient ce bruit, ils chantaient, d'une voix minuscule, discrète, aiguë, d'une douceur incroyable, sans un regard pour lui. Ils passèrent leur chemin, cela le glaça. La carriole dans la grange et le cheval dans le champ n'étaient rien en comparaison. Il était encore en train de regarder d'un côté, puis de l'autre, quand il entendit la femme crier « Ça y est, j'ai fini !» Elle était debout, près de la maison. « C'est par là qu'on entre et qu'on sort, » dit-elle, indiquant la porte de derrière. « Sur le devant, la porte est bloquée. Depuis l'hiver dernier, elle refuse de s'ouvrir, on croirait qu'elle est encore gelée. » Tous deux marchaient sur des planches jetées par-dessus un sol de terre battue, inégale, dans une pénombre dispensée par la fenêtre masquée de planches. Il faisait aussi froid que dans le creux où il avait dormi. Il n'avait pas cessé de se réveiller, essayant de se recroqueviller dans une position qui lui permettrait de conserver la chaleur. La femme, elle, ne frissonnait pas. Elle exhalait une odeur de saine dépense physique, mêlée à ce qui était vraisemblablement celle du pelage de la vache. Elle versa le lait frais dans une bassine et la couvrit du carré d'étamine qu'elle rangeait à portée de la main, puis le conduisit dans la pièce principale de la maison. Les fenêtres, dépourvues de rideaux, y laissaient pénétrer la lumière, et le poêle à bois y avait été allumé. Il y avait un évier, équipé d'une pompe manuelle, une table, avec une toile cirée usée en lambeaux par endroits, et un divan recouvert d'un vieil édredon rapiécé, et un oreiller qui avait perdu quelques plumes. Jusque-là, pas si mal, encore que vieux et miteux. Voilà. Jusque-là, pas si mal, encore que vieux et miteux. Tout ce qu'on voyait avait son utilité, mais en levant les yeux, on découvrait sur des rayonnages des empilements de journaux ou de magazines, voire d'on ne sait quelle paperasse jusqu'au plafond. Il fallait qu'il lui demande. Elle ne craignait donc pas le feu? Un poêle à bois, par exemple? Bah, je suis toujours là, je veux dire, je dors ici. Il n'y a pas d'autre endroit où je peux empêcher les courants d'air. Je fais attention. Je n'ai même pas eu le moindre feu de cheminée.
1 ou 2 fois, c'est devenu trop chaud et j'ai dû jeter de la levure dessus. Rien de grave. De toute manière, ma mère devait y être aussi, dit-elle. Il n'y avait aucun autre endroit confortable pour elle. Elle dormait ici, dans un petit lit, je gardais un œil sur tout. J'ai bien pensé à porter tous les papiers dans la salle de devant, mais c'est vraiment trop humide là-dedans. Ça les aurait mis en bouillie. Puis elle dit qu'elle aurait dû expliquer. Ma mère est morte. Elle est décédée en mai, quand le temps commençait tout juste à s'améliorer. Elle a vécu assez longtemps pour entendre annoncer la fin de la guerre à la radio. Elle comprenait parfaitement. Elle avait perdu la parole depuis longtemps, mais elle comprenait. Je m'étais tellement habituée à ce qu'elle parle pas que des fois, je pense qu'elle est ici, alors qu'elle n'y est pas, bien sûr. Jackson se dit que c'était le moment de présenter ses condoléances. Oh, vous savez, ça devait arriver. Une chance que ça n'ait pas été en hiver. Elle lui servit la bouillie d'avoine et versa le thé. Pas trop fort le thé? La bouche pleine, il secoua la tête. J'économise jamais sur le thé. Si on va par là, pourquoi pas boire de l'eau chaude? On en a manqué quand le temps est devenu si mauvais l'hiver dernier. Plus d'électricité, plus de radio, plus de thé. J'avais enroulé une corde autour de la porte de derrière pour m'y accrocher quand j'allais traire. J'ai pensé mettre princesse Margaret dans l'arrière-cuisine, mais je me suis dit que la tempête lui ferait tellement peur que j'arriverais pas à la tenir. En tout cas, elle a survécu, on a toutes survécu. Profitant d'une pause dans la conversation, il demanda s'il y avait des nains dans le voisinage. J'en ai pas remarqué. Dans un chariot. Ah, ils chantaient. Ça devait être les petits ménonites. Ils vont avec le chariot jusqu'à l'église et ils chantent pendant tout le trajet. Les filles doivent aller dans la carriole avec les parents, mais ils autorisent les garçons à y aller avec le chariot. Ils ont fait comme s'ils ne me voyaient pas. Ils doivent pas. Je disais à ma mère qu'on habitait au bord de la bonne route parce qu'on était exactement comme les ménonites. Le cheval, la carriole, et on boit du lait qui n'est pas pasteurisé. La seule différence, c'est qu'on ne sait chanter ni l'une ni l'autre. Quand ma mère est décédée, ils ont apporté tellement à manger que ça m'a duré des semaines. Ils ont dû croire qu'il y aurait une veillée ou quelque chose dans ce genre-là. C'est une chance de les avoir. Mais je me dis aussi que c'est une chance pour eux, parce qu'ils doivent faire la charité, et moi je suis quasiment à leur porte, et si quelqu'un a besoin de charité, c'est bien moi. Il offrit de la payer quand il eut fini, mais elle chassa de la main l'argent qu'il lui tendait. Il y avait bien quelque chose, dit-elle, si avant de partir il pouvait lui réparer l'abreuvoir du cheval. Cela consistait en réalité à fabriquer un nouvel abreuvoir, et pour ce faire, il dut chercher un peu partout les matériaux et les outils dont il pourrait avoir besoin. Cela lui prit toute la journée, et elle lui servit des crêpes avec le sirop d'érable des Ménonites pour le dîner. Elle dit que si seulement il était arrivé 1 semaine plus tard, elle aurait peut-être eu du jambon à lui servir. Elle ramassait les mûres qui poussaient le long du chemin de fer. Ils étaient assis sur des chaises de cuisine près de la porte de derrière et y restèrent jusqu'après le coucher du soleil. Elle lui racontait comment elle s'était retrouvée là, et il l'écoutait, mais pas très attentivement, parce qu'il parcourait les lieux du regard, songeant qu'ils étaient dans un état de détérioration avancé, mais pas absolument désespéré, pour peu que quelqu'un accepte de s'installer et de faire des réparations. Il faudrait y investir de l'argent, mais plus encore du temps et de l'énergie. Ce pouvait être un défi à relever. Il parvint presque à se convaincre qu'il regrettait de devoir poursuivre sa route. Une autre raison pour laquelle il n'écoutait pas très attentivement ce que Belle, elle s'appelait Belle, continuait de lui raconter, était qu'elle
parlait de sa vie qu'il avait du mal à imaginer. Son père, qu'elle appelait son papa, avait acheté la ferme pour leurs vacances d'été, disait-elle, et puis il avait décidé qu'il pouvait aussi bien y habiter toute l'année. Lui pouvait travailler n'importe où parce qu'il gagnait sa vie en tenant une chronique dans le Toronto Evening Telegram. Le facteur emportait ses écrits, qui étaient ensuite expédiés par le train. Il écrivait sur toutes sortes d'événements, il avait même inclus Belle dans ses chroniques, en la baptisant Pussycat. Il lui arrivait aussi de mentionner la mère de Belle, mais en l'appelant Princesse Casamassima, nom tiré d'un livre dont le titre, disait-elle, ne signifiait plus rien. Sa mère était peut-être la raison pour laquelle il s'était installé à demeure. Elle avait attrapé la terrible grippe de 1918, dont tant de gens moururent, et, quand elle en avait réchappé, elle était devenue bizarre, pas vraiment muette, puisqu'elle pouvait former des mots, mais elle en avait perdu une quantité, à moins que ce ne soient les mots qui l'avaient perdue. Elle avait dû réapprendre à s'alimenter et à aller aux toilettes. Outre les mots, elle dut apprendre à garder ses vêtements par temps chaud, parce qu'on n'avait pas envie de la voir se promener à travers la ville et faire l'objet de la risée générale. Belle passait l'hiver en pension. L'école où elle était pensionnaire s'appelait l'école de l'évêque Strachan, et elle fut surprise qu'il n'ait jamais entendu ce nom. Note en bas de page. John Strachan, 1778-1867, premier évêque anglican de Toronto, qui eut une grande influence, en particulier dans les politiques éducatives de son temps. Elle le lui épela, c'était à Toronto, et l'école était pleine de filles riches, mais aussi de filles comme elle, dont les frais de scolarité étaient acquittés par des parents généreux ou par des donations. Elle y avait appris à être plutôt snob, disait-elle, et l'établissement ne lui avait pas donné la moindre idée de ce qu'elle ferait pour gagner sa vie. Mais tout fut réglé pour elle par l'accident. En se promenant le long de la voie de chemin de fer comme il aimait le faire souvent par les soirées d'été, son père avait été heurté par un train. Sa mère et elle étaient allées l'une et l'autre se coucher avant l'accident, et Belle pensa qu'il devait s'agir d'un animal de ferme en fuite sur la voie. Mais sa mère s'était mise à gémir horriblement, comme si elle l'avait su aussitôt. De temps à autre, l'une ou l'autre des filles avec qui elle avait été copine à l'école écrivait pour lui demander ce qu'elle pouvait bien trouver à faire là-bas, mais elles auraient été fort surprises. Il y avait la traite, et la cuisine, et les soins à sa mère, et elle avait les poules à cette époque aussi. Elle apprit à découper les pommes de terre de façon que chaque morceau porte un œil pour les planter et les récolter l'été suivant. Elle n'avait jamais appris à conduire et quand la guerre arriva, elle vendit la voiture de son papa. Les Ménonites lui donnèrent un cheval qui n'était plus apte aux travaux des champs et l'un d'entre eux lui apprit à l'harnacher, à l'atteler et à le mener. Une de ses anciennes copines qui s'appelait Robin lui rendit visite et jugea que sa façon de vivre était ridicule. Elle voulait qu'elle revienne vivre à Toronto. Mais que ferait-elle de sa mère? Sa mère était beaucoup plus tranquille désormais et gardait ses vêtements. Elle aimait écouter la radio, l'opéra du samedi après-midi. Elle aurait évidemment pu le faire à Toronto, mais Belle n'aimait pas l'idée de la déraciner. Robin répondit que c'était d'elle-même qu'elle parlait, elle-même qu'elle avait peur de déraciner. Robin, quant à elle, partit s'enrôler dans ce qu'on appelait l'armée des femmes.
La première chose sur sa liste était de rendre habitable d'autres pièces que la cuisine pour qu'on puisse y dormir quand le froid arriverait. Il fallait qu'il se débarrasse des souris et même de quelques rats réfugiés à l'intérieur à l'approche de l'hiver. Il lui demanda pourquoi elle ne s'était jamais procuré un chat et eut droit à un échantillon de sa logique bien particulière. Elle dit qu'un chat n'arrêterait pas de tuer des petites bêtes et de les apporter pour les lui montrer alors qu'elle n'avait aucune envie de les voir. Il tendait l'oreille pour guetter le claquement des tapettes et en fut débarrassé avant même que Belle s'en aperçoive. Il lui fit la leçon à propos des papiers qui emplissaient la cuisine, du risque d'incendie, et elle accepta de les déplacer si la salle du devant était débarrassée de l'humidité. Cela devint sa tâche principale. Il fit l'achat d'un radiateur et remit les murs en état, puis la convainquit de consacrer le plus clair d'un mois à grimper, chercher les papiers pour les relire, les reclasser, avant de les installer sur les rayonnages qu'il avait fabriqués. Elle lui raconta ensuite que parmi ces papiers, il y avait le livre de son père, parfois elle disait son roman. Il ne songea pas à poser la moindre question à ce sujet, mais un jour elle lui raconta qu'il parlait de 2 personnes, Mathilda et Stephen, un roman historique. « Vous vous rappelez les leçons d'histoire ?» Il avait fini ses 5 années de lycée avec des notes honorables et d'excellents résultats en trigonométrie et en géographie, mais n'avait pas retenu grand-chose des cours d'histoire. Pendant son année de terminale d'ailleurs, on ne pensait qu'à une chose, qu'on allait partir à la guerre. Il répondit « Pas dans l'ensemble, non. Vous vous rappelleriez l'ensemble si vous étiez allé à l'évêque Strachan. On vous en aurait gavé avec un entonnoir, d'histoire d'Angleterre en tout cas. » Elle dit que Stephen était un héros, un homme d'honneur, d'une grande bonté, une bonté beaucoup trop grande pour son époque. Il était l'une de ces personnes rares qui ne pensent pas qu'à elles-mêmes et ne trahissent pas leurs promesses au profit de leurs intérêts. En conséquence et en dernière analyse, il n'avait pas connu la réussite. Et puis Mathilda, descendante directe de Guillaume le Conquérant, elle était aussi cruelle et hautaine qu'on pouvait s'y attendre. Encore qu'il devait se trouver des gens assez bêtes pour prendre sa défense parce que c'était une femme. S'il avait pu le terminer, ça aurait été un très bon roman. Jackson savait évidemment que les livres existent parce que des gens s'asseyent pour les écrire. Ils ne surgissent pas de nulle part. Mais pourquoi ? Telle était la question. Il existait déjà des livres en très grand nombre. Il y en avait 2 qu'il avait dû lire au lycée, un conte de Deville et Huckleberry Finn, rédigés l'un et l'autre dans une langue qui vous épuisait, mais de 2 manières différentes, et c'était compréhensible. Ils avaient été écrits dans le passé. Ce qui le rendait perplexe, sans qu'il ait l'intention de le laisser transparaître, c'était que quiconque puisse avoir envie de s'asseoir pour en rédiger encore un dans le présent maintenant. Tragique, trancha Belle, et Jackson ne sut pas si c'était de son père qu'elle parlait ou des gens dans le livre que ce dernier n'avait pas terminé. Quoi qu'il en soit, maintenant que cette salle était habitable, l'esprit de Jackson était déjà sur le toit. À quoi bon rénover une pièce si l'état du toit la rend de nouveau inhabitable? En l'espace d'1 an ou 2, il s'était débrouillé pour la rafistoler, de manière à lui assurer 2 ou 3 hivers supplémentaires, mais il ne pouvait rien garantir au-delà, et il projetait encore de se remettre en route d'ici la Noël. Parmi les enfants des familles ménonites de la ferme voisine, les plus âgés étaient tous des filles, et les garçons, plus jeunes qu'il avait vus, n'étaient pas encore assez forts pour se charger des tâches les plus lourdes.
Jackson avait donc pu louer ses bras pendant les moissons d'automne. Il avait été invité à manger avec les autres, et, à sa surprise, il découvrit que les filles se comportaient avec insouciance en le servant, et n'étaient pas du tout muettes comme il s'y était attendu. Les mères les tenaient à l'œil, il le remarqua, et c'était lui que les pères tenaient à l'œil. Il fut heureux de constater qu'il pouvait satisfaire les pères comme les mères, lesquels voyaient bien qu'il n'y avait rien de trouble en lui, aucun risque. Et avec Belle, évidemment, il n'y avait strictement rien à dire. Elle était, il l'avait découvert, son aînée de 16 ans, y faire allusion ou en plaisanter tout simplement aurait tout gâché. Elle était un certain genre de femme, et lui, un certain genre d'homme. Le bourg où ils faisaient leurs courses, quand ils en avaient besoin, s'appelait Auriol. Il était dans la direction opposée de celui où il avait grandi. Il attachait le cheval dans la remise attenant à l'église unie, puisqu'il ne restait évidemment plus de poteaux destinés à cet usage dans la grande-rue. Au début, il se méfiait de la quincaillerie et du salon de coiffure, mais il ne tarda pas à comprendre un aspect de la vie des petites villes dont il aurait dû, ayant lui-même grandi dans l'une d'entre elles, prendre conscience plus tôt. Elles n'avaient guère de rapport les unes avec les autres, en dehors des matchs qui les opposaient au stade ou à la patinoire de hockey, où ne régnait qu'une hostilité fervente mais fabriquée. Quand on avait besoin d'acheter des choses que les commerçants locaux ne pouvaient fournir, on allait dans une grande ville. De même, quand on voulait consulter un autre médecin que ceux qui avaient un cabinet là où on habitait. Il ne croisait jamais personne qu'il avait l'impression de connaître, et personne ne semblait éprouver la moindre curiosité à son endroit, alors que le cheval retenait l'attention d'un grand nombre. Tel n'était plus le cas pendant les mois d'hiver, parce que les chasse-neige ne dégageaient pas les routes secondaires et que les paysans qui apportaient leur lait à la crèmerie ou leurs œufs à l'épicerie devaient s'en remettre à des chevaux, comme Belle et lui le faisaient toute l'année. Belle s'arrêtait toujours pour voir le film à l'affiche, alors qu'elle n'avait nulle intention d'aller jamais au cinéma. Sa connaissance des films et des vedettes était phénoménale, mais remontait à quelques années en arrière, un peu comme Mathilda et Stephen. Elle pouvait, par exemple, vous dire à qui Clark Gable était marié dans la vraie vie avant de devenir Rhett Butler. Jackson ne tarda donc pas à se faire couper les cheveux quand c'était nécessaire et à acheter du tabac quand il en était à court. Il fumait maintenant comme un paysan, roulant ses cigarettes qu'il n'allumait jamais à l'intérieur de la maison. Les autos d'occasion restèrent introuvables pendant un certain temps, mais quand il redevint possible de s'en procurer, quand sortirent enfin les nouveaux modèles et que les cultivateurs qui avaient gagné de l'argent pendant la guerre furent disposés à revendre leurs vieilles guimbardes, il eut une conversation avec Belle. Patchwork avait Dieu sait quel âge, c'était un très vieux cheval, et il refusait avec opiniâtreté de gravir la moindre pente. Il découvrit que le marchand d'autos d'occasion l'avait remarqué, mais ne comptait pas sur sa visite. « J'ai toujours pensé que votre sœur et vous étiez des Ménonites qui ne s'habillaient pas comme les autres, » lui dit le marchand. Jackson en fut un peu secoué, mais c'était quand même mieux que mari et femme. Du coup, il se rendit compte qu'il devait avoir beaucoup vieilli et changé avec les années, et que celui qui avait sauté du train, ce militaire maigrichon au nerf en compote, ne serait guère reconnaissable dans l'homme qu'il était devenu. Tandis que Belle, dans la vision qu'il avait d'elle, s'était arrêtée à un moment de sa vie où elle restait une adulte enfant. Et sa conversation renforçait cette impression,
progressant par bonds en avant ou en arrière, retournant dans le passé pour en ressortir, si bien qu'elle semblait ne faire aucune différence entre leur dernier voyage au bourg et le dernier film qu'elle avait vu avec son père et sa mère, ou l'épisode comique au cours duquel princesse Margaret, morte à présent, avait couché ses cornes sur un Jackson bigrement inquiet.